Pour ceux que je n'ai pas rencontrés ou que je n'ai pas vus auparavant, je m'appelle John. Je travaille dans le DevRel ici chez Harry's, principalement axé sur notre produit Phoenix, mais j'ai aussi travaillé sur Arise Enterprise. Et le document que nous allons examiner aujourd'hui s'appelle, en fait, il introduit une technique appelée Coconut, ou chaîne de pensée continue. C'est appelé quelque chose d'un peu différent, mais nous allons y plonger dans un instant. Nous allons commencer par un petit récapitulatif de certaines choses qui se sont passées au cours de la semaine dernière. Comme toujours, moi, si vous avez des questions pendant que nous avançons, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou dans la section des questions-réponses. Les deux conviennent et n'hésitez pas à le faire. C'est toujours amusant quand nous recevons des questions au fur et à mesure. Mais oui, donc en ce qui concerne quelques histoires que j'ai rassemblées au cours de la semaine dernière ou quelque chose comme ça, ceci n'est évidemment pas une liste exhaustive de tout ce qui s'est passé. Ce sont juste quelques-unes qui m'ont marqué et que je pensais utiles à mettre en avant pour différentes raisons. Le premier d'entre eux est que Nvidia a eu leur session au CES plus tôt cette semaine. Pour ceux qui ne le savent pas, cette semaine, c'est le CES, donc nous avons beaucoup d'annonces et tout ça dans le domaine de l'électronique. Donc, Nvidia a présenté l'intégralité de sa présentation et a annoncé plein de choses. Ils ont annoncé une série de modèles basés sur la Llama 3.1 ou simplement la série de modèles Llama de l'équipe Meta et ils ont essentiellement ajusté ces modèles pour qu'ils soient spécifiquement très performants en tant qu'agent et vraiment bons pour l'appel de fonctions et des choses comme ça. Donc, c'est un développement intéressant principalement parce que cela continue en quelque sorte le chemin de NVIDIA, chemin à suivre. Ce processus d'ajustement des modèles de base existants ou des modèles à la pointe de la technologie au lieu de partir de bases antérieures et de faire un entraînement et un pré-entraînement plus approfondi. Donc, c'est un peu intéressant. Petit détail de ce côté. Ils ont également annoncé plein d'autres matériels, y compris une nouvelle série de GPU, ce qui sera génial quand ils sortiront, surtout pour le public des modèles locaux. Et puis, un autre point qui était vraiment intéressant là-bas, c'est qu'ils ont annoncé une plateforme appelée Cosmos, qui est entièrement axée sur l'IA physique. Donc, d'après ce que je comprends, c'est une série de modèles, d'outils, de cadres, et de différentes capacités qui sont tous destinés à améliorer l'expérience de travail avec l'IA dans le monde physique. Alors, comment connectez-vous l'IA à la robotique et comment faites-vous pour que ces systèmes fonctionnent ensemble correctement, ce qui est un domaine intéressant, a été présenté comme un domaine qui va en quelque sorte augmenter en popularité et en investissement et tout ça au cours des prochaines années. Et donc, cela parle simplement d'une vidéo en insistant là-dessus si vous voulez. L'autre élément que je voulais souligner, c'était Anthropic. Ils ont publié un post plutôt intéressant récemment concernant leur plan pour le premier semestre 2025 pour ce protocole de contexte de modèle qu'ils ont lancé il y a quelques semaines, peut-être il y a quelques mois à ce stade. Pour ceux qui ne sont pas au courant du protocole de contexte de modèle, c'est en gros le standard d'Anthropic sur la façon dont vous vous connecteriez à un modèle. Ils le décrivent comme un type de standard universel USB-C pour comment vous donnez des informations à un modèle ou vous connectez un modèle à différents systèmes que vous pourriez avoir. Je pense que connecter des modèles à des systèmes ou avoir des agents interconnectés attire beaucoup d'attention. Et donc, que ce soit le protocole de contexte de modèle d'Anthropic qui devienne un standard ou autre chose, je pense que nous le verrons. Ça va être intéressant de voir ce qui se passe dans ce domaine. Et donc, ils ont ce plan pour le premier semestre 2025 qui est plutôt intéressant à lire. Avoir une idée de ce qu'ils envisagent pour développer ce protocole au cours des 6 prochains mois, y compris un autre ici aussi, qui est que Meta supprime la vérification des faits. Est-ce quelque chose qui est sorti, je pense, ce matin ou peut-être hier? Je ne dirai pas grand-chose de plus là-dessus. Juste une histoire intéressante qui est apparue, c'est qu'ils reviennent à la vérification pour leur plateforme. Et enfin, c'est la dernière histoire. Voici pourquoi j'ai mis le ish dans le titre. DeepSeek V3 était une version sortie il y a quelques semaines. Et la raison pour laquelle je l'ai inclus ici, c'est que cela a été quelque chose d'excitant, de mon point de vue, parce qu'en gros, DeepSeek V3 a réussi à surpasser certains des meilleurs modèles existants sur un ensemble de critères. Évidemment, les benchmarks varieront en fonction de qui teste et tout ça. Donc, ce n'est pas pour dire que c'est meilleur que chacun de ces modèles, mais c'est au moins dans la même catégorie qu'eux et il est capable de les battre sur certains benchmarks. Et si l'on croit tous les rapports, ils l'ont entraîné avec environ 5 millions de dollars, ce qui est comme plusieurs ordres de grandeur de moins que ce que nous avons vu pour d'autres modèles de performance similaires. Donc, ils ont eu un processus moins cher pour obtenir un modèle puissant, ce qui est fascinant à voir, même du point de vue du consommateur. Processus pour obtenir un modèle puissant. C'est fascinant à voir, même du point de vue du consommateur, parce que les coûts d'utilisation de ce modèle sont réduits. Avec OpenAI et son forfait de 200 $ mois, nous constatons que le prix des systèmes d'IA augmente dans les deux sens, à la fois vers le haut et vers le bas.
C'est donc au moins agréable de voir ça. C'est un peu comme si nous avions des éléments qui poussent aussi la courbe des coûts vers le bas. Donc, plein de sorties intéressantes, j'espère qu'il y a de nouvelles choses là-dedans pour les personnes qui suivent ce domaine. Mais oui, avec ça, je vais plonger dans la lecture du papier que nous avons pour aujourd'hui et nous pourrons entrer dans plus de détails à partir de là. Laissez-moi juste vérifier le chat rapidement. Génial. Oui, les liens sont dans le chat pour tous ceux dont nous avons parlé aussi, si quelqu'un veut jeter un œil plus en profondeur. D'accord, donc maintenant, plongeons dans le papier que nous avons pour aujourd'hui. J'ai mentionné qu'il introduit cette technique appelée Coconut, ou chaîne de pensée continue. Le titre réel du papier est Former de grands modèles de langage à raisonner dans un espace latent continu. Mais Coconut, c'est un peu plus accrocheur, et c'est un autre papier d'une équipe de Meta. Nous avons couvert de nombreux articles de Meta récemment pour une bonne raison. Beaucoup de recherches très intéressantes sortent de là. Donc, c'est génial à voir. Et puis, le papier lui-même a été publié il y a seulement quelques semaines, vers la mi-décembre. Donc, nous sommes assez récents sur celui-ci. Et donc, nous avons pu voir un peu de réaction à cela, mais pas encore beaucoup. Mais c'est quand même un papier intéressant à couvrir. Et l'idée principale ici, c'est que si vous regardez comment, même les humains, effectuent certaines tâches de raisonnement complexe, ils ne le font pas vraiment, mais le papier commence par citer des tests scientifiques et des expériences où ils suivent la chimie du cerveau et un peu l'activité cérébrale, pendant que les humains raisonnent à travers des tâches complexes. Et ce que les scientifiques ont découvert, c'est que parfois nous allons en fait complètement ignorer nos centres de langage. Lorsque nous, en tant qu'humains, traversions ces tâches de raisonnement complexes, nous ne traduirons pas toutes nos pensées en langage réel pendant que nous passons par ce processus. Nous sautons un peu cette étape, nous contournons ce centre de notre cerveau. Contrairement à quand nous demandons au modèle de faire un raisonnement étape par étape, où ils doivent expliquer leurs pensées, ils doivent tout convertir en langage au fur et à mesure. Nous les forçons un peu à travailler à travers leur centre de langage de cette manière. Et donc, ce papier pose essentiellement la question de ce qui se passerait si nous faisions une chaîne de pensée typique, mais sans demander au modèle de traduire à chaque étape en un langage humain lisible, et nous leur avons permis de suivre ce chemin plus efficace, en opérant dans leur propre pensée, au lieu de le traduire en langage à chaque étape. C'est donc une question vraiment intéressante. C'est ce qui est posé ici. Je trouve toujours ça intéressant aussi quand ils comparent les modèles au cerveau humain d'une certaine manière et essaient de tirer des enseignements que nous avons observés dans les cerveaux humains pour les appliquer au modèle. Donc, c'est une hypothèse plutôt intéressante qu'ils ont ici. Et donc, voyons comment ils s'y prennent réellement. Une chose que je veux aborder rapidement, c'est pour quiconque n'est pas familier avec la chaîne de pensée ou n'est pas encore tombé dessus. Juste un petit aperçu à ce sujet. La chaîne de pensée est essentiellement une technique qui consiste à demander au modèle d'expliquer leur raisonnement avant de vous donner une réponse. Donc, allez étape par étape, travaillez sur un problème, donnez-vous un peu le texte de chacune des étapes qu'il traverse pour arriver à une réponse. Et ça existe depuis un bon moment maintenant. Ce n'est pas nécessairement une nouvelle technique en soi, mais cela a été démontré de nombreuses fois pour améliorer la précision des modèles eux-mêmes en les obligeant à réfléchir étape par étape. Ils prennent plus de temps pour examiner, ils réfléchissent et en fait, ils peuvent plus souvent qu'autrement arriver à un résultat plus solide que s'ils allaient directement à une réponse. Donc, c'est quelque chose que nous avons vu pas mal dans l'industrie, même avec des choses comme O1 et O3 d'OpenAI récemment. Ils ne font pas de la chaîne de pensée, mais c'est comme résoudre le problème avec le langage. Ils font quelques légères différences là-bas, mais l'idée est similaire, penser étape par étape et travailler sur le problème. Et cela peut se faire par le biais de l'invite. Vous pouvez, comme l'exemple à droite, inviter un exemple de chaîne de pensée pour montrer comment procéder. Vous pouvez lui demander de réfléchir étape par étape, mais vous pourriez aussi entraîner cette capacité dans un modèle. L'entraînement peut suffire. La chaîne de pensée. C'est une technique établie depuis longtemps. Et ensuite, en regardant la chaîne de pensée continue de cet article, c'est un état altéré ou une version altérée de la chaîne de pensée. Cela utilise des états de modèle au lieu d'un langage lisible par les humains pour représenter chacune de ces pensées au fur et à mesure. Donc, chaque étape logique qu'il prend au lieu de l'imprimer sous forme de langage et de texte pour que les humains puissent le lire, cela représente en fait l'état du modèle à ce moment-là et utilise cela pour représenter en quelque sorte la pensée à travers laquelle le modèle passe. Donc, si vous regardez à gauche ici, nous avons un exemple de chaîne de pensée traditionnelle
où vous avez une question qui est introduite dans un modèle. Un jeton est produit pour répondre à cette question. Ce jeton de sortie revient, en fait, il est transformé en une représentation vectorielle pour ensuite passer dans le modèle à partir de là, et vous continuez un peu cette étape d'incorporation de chaque jeton différent qui est produit. Donc, vous passez par plusieurs étapes. Même si le modèle, il devrait accepter en quelque sorte les mêmes entrées et sorties des deux côtés, vous allez à cette étape supplémentaire de créer complètement un jeton de langage qui peut être utilisé pour donner une réponse lisible par un humain à ces différentes étapes. Par rapport à la chaîne de pensée continue, en gros, il passe par cet état ou état caché, ce qui est typiquement un état caché du modèle à chacune de ces étapes, au lieu de le traduire complètement en texte ou en jeton lisible. Et donc, dans le cadre de l'article, il passe par l'entraînement d'un modèle pour en fait utiliser cette technique. Ils entraînent un modèle GPT-2 et utilisent ce programme d'apprentissage en plusieurs étapes qui est représenté dans le graphique ci-dessous, où ce qu'ils ont fait pour changer cela, c'est qu'ils ont commencé par une étape de base 0. Ils passent simplement un exemple standard de chaîne de pensée. Donc, une question suivie de la séquence de toutes les étapes que le modèle traverse en langage, puis la réponse. Et ensuite, à chaque étape, à partir de là, ils effectuent des étapes finales que le modèle traverse dans cet exemple. Et il remplace essentiellement une étape de langage à la fois par cette pensée, cette sorte de pensée continue, cet état du modèle à ce moment-là, indiqué jusqu'à ce qu'à la fin, il touche juste à cette question, et ensuite penser, 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 penser tout le long jusqu'à la réponse. Donc, dans ce cas, il n'y a pas d'étapes intermédiaires qui sont imprimées pour l'utilisateur ou visibles ou compréhensibles de cette manière, mais vous avez ces pensées qui continuent d'exister et le modèle traverse toujours ce processus. Et ensuite, ils utilisent ces jetons EOTI pour marquer où se trouvent les pensées ou les limites des jetons de pensée. Une autre chose à souligner à ce sujet, c'est que dans l'entraînement, ils ont utilisé une fonction de perte standard, cette perte normale de log vraisemblance négatif, mais ils ont masqué toutes les pertes associées aux questions et aux pensées latentes, donc ces pensées ici. Et la raison pour laquelle ils ne voulaient pas encourager le modèle à compresser les pensées elles-mêmes et essayer de répondre à la question avec moins de pensées, ils ne voulaient pas qu'il y ait système de récompense autour, brièveté de l'étape de réflexion. Ils voulaient continuer à se concentrer uniquement sur la qualité de la réponse et ne pas essayer de la réduire du tout, ce qui est une chose intéressante qu'ils ont faite là. Et donc, avec cela en tête, cela leur donnerait le modèle qui a été entraîné. Et maintenant, ils ont besoin d'une manière pour que ce modèle soit utilisé pour l'inférence avec cette même idée, que ces pensées latentes soient calculées. Et donc, la façon dont ils font cela, c'est qu'ils ont deux états dans lesquels le modèle peut se trouver à tout moment. L'un est le mode latent et l'autre est le mode langage. Et donc, le mode latent est l'endroit où le modèle réfléchit. Donc, c'est un peu son état de réflexion. Il passe en revue et représente chacune de ses pensées comme ces différents états du modèle, au lieu d'utiliser le langage. Donc, ça passe par toute cette réflexion et à ces différents états du modèle-là. Et puis, à un moment donné, ça bascule et dit, OK, maintenant, je sais assez. Je peux répondre compréhensible humain. Il passe en mode langage, fonctionne comme un modèle de langage normal et donne une réponse compréhensible humain. Et donc, la question ici que j'espère que certaines personnes se posent, c'est comment sais-tu quand revenir en mode langage? Comment sais-tu qu'il a fini de réfléchir si tu n'es pas sûr de ce que représentent réellement ses pensées? Et de manière intéressante, dans l'article, ils expliquent cela plus en détail, mais ils ont commencé par entraîner un classificateur binaire pour décider essentiellement quand le modèle devrait revenir en mode langage depuis le mode latent. Et donc, ils ont traversé tout ce processus. Et puis, ils ont aussi juste essayé remplissage d'une longueur spécifique pour le mode latent, en gros. Donc, c'est comme dire, d'accord, tu peux remplir cette quantité d'espace avec des pensées. Et ils ont constaté qu'ils étaient l'équivalent en performance. Donc, ils ont opté pour un mode plus basique en remplissant cette sorte de longueur pour dire, d'accord, tu peux réfléchir pendant cette quantité de tokens. En gros, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'ils ont pu opter pour l'approche la plus simple, ce qui est aussi une bonne leçon au final, pendant que tu traverses certaines de ces réflexions ou recherches par toi-même. Donc, c'est comme ça qu'ils gèrent les demandes qu'elles arrivent pendant le temps d'inférence. Et donc maintenant, la question est, comment cela fonctionne-t-il réellement? Comment cela se compare-t-il à certaines des autres approches, comme la chaîne de pensée traditionnelle ou d'autres ici? Ce qu'ils ont présenté dans l'article, c'est qu'ils comparent cette méthode COCO avec quelques réserves différentes. Quand ils incluent des éléments comme le programme de formation, quand ils incluent des choses comme le processus de pensée, ils ont comparé cela à la chaîne de pensée de base, donc cette première ligne ici, sans chaîne de pensée, juste des réponses basiques.
Et ensuite, l'ICOT-PAL est intégré. Chaîne de pensée, où c'est une chaîne de pensée qui a été intégrée dans le modèle et qui fait partie du processus de réponse du modèle. Et puis, ils ont aussi cette technique appelée l'utilisation d'un jeton de pause. On a un peu sauté cette partie plus tôt, mais le jeton de pause est essentiellement une technique qui crée un espace dans le processus de pensée du modèle où il doit faire une pause et attendre. Et ensuite, il peut continuer à réfléchir. Et il y a eu des recherches qui suggèrent que c'est une façon d'obtenir des réponses plus solides ou pour obtenir plus de puissance de calcul dédiée au problème. Quelque chose qu'ils ont mentionné dans l'article, que je n'avais pas rencontré auparavant, mais qui était un domaine intéressant à explorer plus en profondeur. Donc ils le comparent à toutes ces différentes techniques ici, et ils affirment dans l'article que le modèle COCO surpasse beaucoup de ces autres techniques. Je pense que dans certains des résultats qu'ils ont, cela ne me semble pas complètement clair, et je pourrais mal interpréter, mais cela surpasse la chaîne de pensée typique. Dans certains cas, c'est en fait plus bas. Dans ce premier cas, c'est un résultat étrange, je dirais. Je ne m'attendais pas à ce que la chaîne de pensée surpasse ces autres techniques, donc je ne suis pas tout à fait sûr de ce qui se passe là. Mais le reste de cela, c'est comparable à certains endroits. Et ensuite, ça surpasse significativement la chaîne de pensée typique dans d'autres. Mais l'autre chose à souligner, c'est que l'approche de la chaîne de pensée intégrée fonctionne très bien aussi. Donc ça ne surpasse pas nécessairement, ou ça surpasse le modèle COCO dans la plupart des cas ici. Donc, ils sont très comparables. Une chose que je dirais, c'est que le modèle COCO a tendance à mieux fonctionner quand on aborde des problèmes plus complexes. Donc, cela suggère en fait que nous n'avons peut-être pas vu la vraie zone de confort pour ce cadre. C'est que vous pourriez avoir besoin d'aborder des problèmes logiques encore plus difficiles parce qu'ils commencent à mieux fonctionner à mesure que le problème devient, entre guillemets, plus difficile. Donc, il pourrait y avoir un domaine où c'est plus pertinent dans des ensembles de données plus difficiles ou des benchmarks plus difficiles. Une autre chose à souligner, c'est qu'il est capable d'obtenir ces réponses avec beaucoup moins de petits tokens que certaines de leurs approches. Donc, surtout par rapport aux approches de la chaîne de pensée, vraiment. Donc, il est capable d'économiser beaucoup d'utilisation de tokens là-dedans. Donc, selon le type d'application que vous pourriez avoir, vous pourriez vraiment essayer de réduire cela. Donc, il est capable d'avoir cette réduction, ce qui est bien. Et il parle beaucoup de ça. Le nombre de pensées qui sont en quelque sorte nécessaires pour que le modèle fonctionne vraiment bien. Et d'après les résultats qu'il présente, il semble que 3 soit un peu ce point de basculement où ça fonctionne vraiment beaucoup, beaucoup mieux que les autres systèmes. Et donc, vous pouvez voir qu'une fois que vous permettez à K d'être 3 ou plus, et K dans ce cas est le nombre de pensées que le modèle peut avoir dans cet espace de pensée latent avant d'arriver à une réponse, vous commencez à faire de mieux en mieux et puis vous perdez un peu de gain. Les gains commencent à diminuer quand vous dépassez 3 dans ce cas. Mais c'est intéressant, 3, ce n'est pas beaucoup dans ce cas. Ça peut arriver assez rapidement. Et donc, ça s'échelonne très vite et très rapidement là, ce qui est intéressant et plutôt prometteur pour le modèle aussi. Et je vais passer par un exemple de problème rapide. Et donc, vous pouvez un peu voir comment ça se passe et ça réduit certaines des réponses possibles parce qu'un des avantages de cette technique, c'est qu'elle est similaire à d'autres approches de chaîne de pensée. C'est qu'elle est capable de un peu faites une recherche de type parcours en largeur à travers les résultats possibles. Donc, il est capable de regarder beaucoup de résultats parallèles différents en même temps, puis de réduire la possibilité de ces résultats à partir de là. Ceci est tiré de l'article. Donc, ils ont un exemple très drôle de, juste comme tous ces différents termes de chaque grimpe, c'est un yimpus, de chaque warp, c'est un gelpus. Et ça continue un peu en créant comme un graphique logique, presque. Et ensuite, on demande, d'accord, si Alex est un corps, est-ce qu'Alex est un corpus ou un bumpus, ou peu importe. Ces sortes de mots inventés sont... Et ce qu'ils constatent en passant par cela, c'est qu'une chaîne de pensée va en fait halluciner une réponse ici, ou va halluciner une relation entre deux de ces sortes de classes inventées, et ensuite arriver à une réponse incorrecte. Et ensuite, le modèle Coco, quand il le laisse passer avec une seule pensée, il rate la réponse et il n'est pas capable de l'obtenir. Quand ils lui permettent d'avoir deux pensées ici, il est capable d'obtenir la réponse correctement. Et ensuite, ils représentent cela dans une structure plus graphique où ils examinent en fait la probabilité de chaque prédiction du modèle à chaque étape quand ils utilisent dans les différentes pensées. C'est un exemple plutôt cool qu'ils passent, mais ce qu'ils voient, c'est que quand les pensées sont limitées à une seule, le modèle reste large. D'accord? J'ai ces trois possibilités qui pourraient vraiment être la réponse là. J'ai 0,33, 0,32 et 0,16, donc il n'est pas vraiment sûr à cette première étape. Mais ensuite, dès que vous lui permettez d'avoir deux pensées et d'aller un pas plus loin dans l'espace d'état de ce problème particulier, il est capable de se concentrer très rapidement sur ce qu'il considère comme la bonne réponse. Et donc, c'est un exemple de cette technique qui est capable de fonctionner et d'analyser beaucoup de choses différentes.
des réponses possibles en parallèle, ce qui est intéressant ici. Et une autre façon de le montrer, c'est qu'ils examinent en fait la chaîne cumulative, la probabilité de chacune des trois valeurs les plus élevées que le modèle a pour les premières pensées et ensuite pour les secondes pensées. Et donc, ce qui se passe ici, c'est que si vous regardez en gros la probabilité de la meilleure réponse, comme c'est la réponse la plus probable ici, elle est seulement autour de 0,6. Ouais, ici, et ça monte vers 0,8 et vers 1 là. Donc, quand il a une seule pensée, il n'est vraiment pas si sûr de son premier choix. Et ensuite, en regardant la probabilité cumulative avec la première et la deuxième, il n'est toujours pas vraiment sûr. Vous devriez être autour de ça, entre 0,8 et 0,1 et 1. Et quand vous avez la troisième, vous commencez à vous rapprocher du sommet. Mais ce que vous constatez, c'est que vous voyez les graphiques se rapprocher les uns des autres. Il devient plus sûr de son premier choix vite une fois que vous lui permettez d'avoir ce genre de seconde pensée. Processus. Et ensuite, évidemment, cette tendance se poursuit à mesure que vous lui permettez d'avoir plus de 2, plus de 3 pensées en continuant. Et ensuite, ça diminue un peu une fois qu'on atteint cette plage de 3. J'espère que cela a du sens pour tout le monde alors que nous avons traversé cela. Le document est intéressant parce qu'il y a beaucoup de contenu consacré. À la deuxième moitié, tout cela tourne autour de cette explication de l'espace d'état et d'une sorte de discussion, ce qui est une lecture intéressante si les gens sont curieux. Pour nous orienter vers quoi ici? Je pense qu'en regardant cela, c'est une technique intéressante. C'est vraiment une hypothèse intéressante, à mon avis. Mais je pense qu'en regardant les résultats, ça ne se révèle pas vraiment comme un gagnant clair par rapport à la chaîne de pensée standard. Il est capable de le surpasser en termes d'utilisation des tokens, mais surtout en regardant quelque chose comme la chaîne de pensée intégrée, il ne le surpasse pas nécessairement sur tous les fronts. Donc, dans mon esprit, c'est peut-être une alternative à la chaîne de pensée intégrée. C'est toujours mieux que la chaîne de pensée standard, mais cela dit, ce n'est pas non plus super facile de l'utiliser vous-même. Oui, vous pourriez potentiellement avoir accès au modèle, mais à partir de là, vous devez aussi gérer le processus d'inférence. Donc ce n'est pas le modèle le plus facile à utiliser. Ça, peut-être que cela va changer dans un avenir proche aussi, parce que cet article est encore assez récent. Donc, il pourrait rendre l'accès au modèle plus facile. Mais entre ces deux-là, je pense que c'est en quelque sorte, de mon point de vue, une technique intéressante qui pourrait être utilisée dans certaines circonstances. Mais ce n'est pas un changement immédiat. Tout le monde devrait abandonner la chaîne de pensée pour cette nouvelle méthode de chaîne de pensée continue. Cette technique pourrait devenir une option solide pour des tâches complexes à mesure que nous nous dirigeons vers des états de problèmes plus difficiles ou potentiellement des tâches plus complexes que nous proposons. Je peux voir cette technique commencer à émerger comme une option plus solide là-bas, donc à surveiller, mais pas à mettre en œuvre immédiatement, du moins de mon point de vue. Et c'est vraiment tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des questions que nous pouvons poser dans le chat ou quelque chose comme ça. Il nous reste environ 5 minutes. Dans notre temps, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Sinon, je vais rester 1 minute ou 2 si quelqu'un a des réflexions. Et sinon, merci beaucoup à vous tous. J'apprécie vraiment toute l'attention. J'espère que c'était intéressant pour vous tous alors que nous revenons de la pause des vacances et nous revenons à notre emploi du temps habituel. Donc nous aurons une autre de ces sessions dans 2 semaines et nous reviendrons à notre processus habituel au fur et à mesure. Donc merci à tous.